Dans l'histoire de l'NBA, on a pu voir un très grand nombre de super teams se former. Que ce soit des joueurs obtenus dans des trades, des signatures en agent libre ou même des jeunes pousses qui se transforment en mégastars, oui, certaines époques ont été dominées par des équipes de légende. Certains noms restent forcément plus en tête. Les Celtics de 86, les Bulls de 98, la dynastie des Spurs, bref, que du beau monde à regarder. Alors, comment lutter contre des rivaux toujours plus féroces, des matchs de plus en plus intenses ? La recette miracle n'existe pas. Mais, tels les Avengers, dans le début de la décennie 2010, 3 athlètes, que dis-je, 3 monstres, ont uni leurs forces pour tenter de marcher sur la NBA. Oui, vous les aurez peut-être reconnus, aujourd'hui on va parler de la création du trio magique LeBron James, Dwayne Wade et Chris Bosh. Je vous propose tout d'abord de remonter en 2003. LeBron n'est pas encore LeBron. C'est un lycéen monstrueux et la hype autour de lui est tout bonnement incroyable. À peine n'a-t-il pas encore foulé un pied dans la ligue qu'on parle déjà de lui comme un échec s'il ne devenait pas un membre du Hall of Fame. Ça va ? Pas trop de pression ? Chris Bosh est quant à lui un jeune très observé et l'un des tout meilleurs intérieurs de sa cuvée de draft en sortie de Georgia Tech. Sur les 3, c'est peut-être Wade qui est le moins attendu très haut dans la draft. Mais ça ne fait pas de doute, le numéro 3 de Marquette est un vrai crack. Petit à petit, on se dirige vers la draft 2003. Personne ne le sait à ce moment-là, mais on a bel et bien devant nos yeux le meilleur top 5 de draft all-time. LeBron, Melo, Bosh, Wade et Darko Milicic. Je dois absolument faire un petit passage sur sa vie parce que juste, c'est incompréhensible. Le deuxième choix va tout d'abord ne jouer qu'une poignée de minutes lors de sa saison rookie, mais va réussir à se casser la main en finale NBA sur un jump shot. On l'a vu dans 6 équipes NBA différentes en venant très souvent bourré aux entraînements. Il a ensuite fait un peu de kickboxing et a repris du service en tant que basketteur l'année dernière, en 4ème division serbe. Et maintenant, il est fermier. Il fait pousser des pommes et des cerises. C'est une histoire de malade. Bref, pour leur première saison, aucun de ces joueurs n'est dans la même équipe. LeBron se retrouve aux Cavs et je crois qu'on peut dire que dès son premier match, on a compris à qui on allait avoir affaire. Bosh part à son tour conquérir le cœur des fans de Toronto et Wade se lance déjà à la conquête du titre NBA avec le Heat de Miami. Alors, les destinées de chacun d'entre eux vont être assez différentes. Mais une chose est sûre, on va avoir le droit à des grosses saisons à chaque fois. Et avant de voir la réunion des 3, clairement, il y a eu un long chemin à parcourir. On va commencer avec celui dont la situation se passe pour le mieux dès son début de carrière, Dwayne Wade. Miami va en réalité se retrouver assez rapidement sur le devant de la scène avec des playoffs d'ores et déjà retrouvés dès 2004. Et même en tant que rookie, c'est Wade qui se retrouve à la baguette. C'est vraiment la saison suivante qui va révéler le flash au grand public avec un bon gros Shaq dans la raquette qui va bien l'aider à gravir la conférence Est. Malheureusement, le Heat va tomber face au collectif de Détroit, mais va se remettre sur pied dès 2006. Miami conclut sa saison avec un titre en poche face aux Mavericks de Dallas avec un Dwayne Wade stratosphérique qui va toucher le Saint Graal dès sa 3ème saison en raflant le titre de champion NBA et de MVP des finales. La suite sera un petit peu moins concluante avec l'arrière désespérément seul dans un effectif très amoindri après le départ du gros Shaq. La réussite va être un petit peu plus compliquée pour les débuts de monsieur Chris Bosh. En effet, il va devoir attendre 2007 pour goûter ses premiers playoffs. Malheureusement, ce sera l'une des rares fois où Toronto atteindra la post-season avec lui dans ses rangs, et par 2 fois, l'équipe canadienne se fera sécher par les Nets, puis le Magic. Il faut dire aussi qu'il n'a pas été trop aidé. Le cas Vince Carter a été très mal géré par les Raptors, et puis son meilleur coéquipier par la suite c'était José Calderon ? Non, vraiment, c'était une galère. Et puis, quand tu récupères un first pick pour drafter Andrea Bargnani, là on peut plus rien faire. Son copain LeBron a quant à lui un peu moins de mal à trouver la route qui mène aux playoffs.
Mais bon, là encore, c'était lui contre le reste du monde. Et même s'il arrivera à toucher une fois les finales NBA, ces 5 aventures se solderont par des échecs. Et à chaque fois, une conclusion. LeBron joue tout seul. Ses coéquipiers sont juste affreux et le management des Cavs n'a juste jamais su l'entourer comme il fallait. On aura quand même eu le droit à des actions iconiques, et juste pour ça, merci LeBron. La situation est donc la même pour les 3 joueurs à l'été 2010. Tous agents libres et ils ont l'embarras du choix pour leur destination. Faut-il prolonger dans leur équipe de toujours malgré les échecs répétés, ou faut-il changer d'air et tenter de remporter un titre dans son prime? Dans l'Ohio, ça ne fait aucun doute. L'enfant d'Akron va prolonger et repartir pour une 8e saison consécutive. Avant de se prononcer, LeBron va appeler son copain Wade et directement ils parlent de jouer ensemble. New York est un temps évoqué, tout comme Chicago qui ont 2 contrats max dispo à proposer. Mais la meilleure équipe disponible reste bel et bien Miami qui a fait de la place dans son cap space pour récupérer 3 agents libres avec un contrat max. À cet instant, les supporters de Cleveland n'ont pas encore la moindre idée du tremblement de terre qui va se produire sur la planète basket. Wade va en réalité très rapidement prolonger en Floride et attirer dans son sillage Monsieur Chris Bosh. Dans tout ce torrent médiatique, tout le monde est suspendu aux lèvres de LeBron. Que va-t-il se passer du côté du King? The Decision, c'est ce moment de légende qui va rentrer dans l'histoire. On est dans la nuit du 8 au 9 juillet 2010, il est 3h28 du matin en France, et cette phrase va sortir de la bouche du Chosen One. This fall, I'm going to take my talents to South Beach and join the Miami Heat. La réaction des fans de Cleveland ne s'est pas fait attendre et un déchaînement de haine s'est déroulé dans les rues de la ville. Maillots brûlés, portraits arrachés, vraiment, la trahison est très mal vécue. Mais peut-on vraiment lui reprocher de partir après avoir tout fait pour sa ville? À mon avis, non. L'histoire n'aurait été que plus belle s'il avait su remporter un titre là-bas, mais au vu de ce qu'on lui proposait du côté de Miami, pour rien au monde il n'aurait dû refuser. L'arrivée des Tres Amigos se fait donc en grande pompe. Tapis rouge, spectateurs, effets spéciaux, musique, c'est de la folie du côté du Heat. Et comme s'il fallait rajouter du piment, un peu de pression avec leur présentation, on enchaîne les déclarations du côté des joueurs. Came down here to win championships. Not one, championships. Not two. LeBron, tell us about that. Not 2, not 3, not 4, not 5, not 6, not 7. L'aventure est lancée pour le nouveau Big 3 du Miami Heat. La promesse d'un titre voit le jour dès le début de la saison 2010-2011. Et même s'ils ne finiront que 2e de la conférence Est à cause des Chicago Bulls d'un certain Derrick Rose, ouais, clairement l'équipe est tout simplement effrayante. Alors, évidemment, on ne vise rien d'autre que le titre pour Miami, et ils vont déboîter chaque équipe de la conférence Est, ne concédant que 3 petits matchs pour se hisser en finale NBA. Les pauvres joueurs de Philadelphie, de Boston et enfin Chicago ne pourront rien faire face au rouleau compresseur qu'ils doivent affronter. À chaque match, l'un des membres du trio assomme l'équipe d'en face et les performances à plus de 30 points se succèdent pour eux. Ma séquence préférée est certainement le Money Time contre Boston dans le Game 5. LeBron taille patron, Wade qui fait le bon play au bon moment et la foule est en délire. C'est un délice pour les yeux et un régal pour les oreilles. On se demande vraiment comment arrêter la machine quand l'un des 3 prend feu. Dans l'autre conférence, c'est Dallas qui a réussi à se défaire d'OKC et les Mavs sont juste trop impressionnants. Le Heat va s'emparer du match 1 à la maison, tranquille.
et mène par plus de 15 points dans le 4e quart-temps de la deuxième rencontre. Malheureusement, l'euphorie sera de courte durée, et Dirk Nowitzki réussira d'un petit lay-up main gauche à finir le match. La suite de la série ne sera que déconvenue sur déconvenue pour Miami, avec des 4e quarts pas toujours maîtrisés et un LeBron parfois dans le dur offensivement. Ce sont bien les Mavs qui prendront leur revanche sur Miami après leur confrontation de 2006. Et enfin pour Dirk, ce titre NBA qui lui manquait tant. C'est clair, revenir à la réalité après toutes ces belles promesses fait mal à l'ego des 3 superstars. Et peut-être même assez pour les piquer au vif. Forcément, on va retrouver un Big 3 tout fâché dès la saison 2011-2012. 46 victoires pour 20 défaites, c'est le bilan avec lequel le Heat s'apprête à affronter cette deuxième campagne de playoff avec sa super team. C'est encore une fois les Bulls qui leur chipent la première place avec une course effrénée dans les derniers matchs. Mais ce n'est pas ça qui importe. Ce qui importe, c'est gagner ce titre NBA. Comme une sorte de symbole, Erik Spoelstra fait signer aux joueurs un titre NBA factice, un peu comme une promesse de se donner à 1000%, coûte que coûte. Et de surtout ne pas regretter comme l'année passée à cause d'un trop plein de confiance. En abordant cette nouvelle aventure en playoff, les joueurs, le coaching staff, tout le monde était conscient qu'un résultat autre que le titre serait un échec. Dans leur premier pas en post-season après leur défaite de l'année dernière, Miami va juste démembrer les Knicks, cantonnés à seulement 67 points à la fin du premier match. Et cette rencontre marque le début d'une série à sens unique qui verra les coéquipiers de Carmelo Anthony se faire atomiser par une équipe revancharde. Ce qui paraissait être un chemin tout tracé vers une deuxième finale consécutive va s'avérer un petit peu plus compliqué que prévu. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé, pas vrai ? Bosh se blesse dès le match 1. Et les hommes de Spoelstra se font malmener par des Pacers qui détruisent le secteur intérieur. Il est temps pour James et Wade de secouer leur équipe. 48-9 pour le King, puis 41-13 pour le Flash, qui permettra au Heat de se dépêtrer du piège Indiana en 6 matchs. Et pour la finale de conférence, on va se retrouver avec un match-up familier. Miami-Boston. Une équipe qui a tout gagné ensemble contre une autre qui a tout approuvé. Les Floridiens remportent la première rencontre assez facilement. Puis, malgré une performance héroïque de Rondo qui finit avec 44 points dans le match numéro 2, c'est bien le Heat qui confirme son statut de grand favori et part au TD Garden avec 2 matchs d'avance. Mais on le sait, il ne faut jamais enterrer Boston après si peu de temps. À la maison, les Celtics vont revenir égalité 2 manches partout. Ils auront souffert, c'est sûr, et vont surtout bénéficier d'un tir de la gagne raté par D. Wade. À ce moment-là, l'absence de Chris Bosh est dans toutes les têtes. Monsieur va revenir dans cette 5e rencontre, ce qui n'empêchera pas la déroute des siens qui sont désormais à un seul petit match de l'élimination. Dos au mur, dans l'antre de la bête, les Celtics ne le savent pas encore, mais ils ont réveillé un monstre, prêt à tout écraser sur son passage. Peut-être le meilleur match dans la carrière de LeBron James, qui grâce à cette performance terrasse toutes ces années de souffrance infligées par Boston. 45 points, 15 rebonds à 19 sur 26 au shoot, que dire de plus ? Boston est sonné, et après s'être tant battu pour en arriver là, ils vont craquer face à la meilleure équipe du monde. Bosh, stratosphérique, LeBron et Wade clutch, l'ogre vert est à terre. La finale NBA ne sera qu'une formalité pour Miami qui va affronter les tout jeunes joueurs d'OKC. Durant, Westbrook ou encore Harden ne feront jamais le poids face aux assauts répétés des 3 compères du Heat. Après avoir concédé la première bataille, la machine s'est mise en route et ouais, même si certains matchs ont été plus serrés que d'autres, on a senti une équipe très bien préparée pour enfin obtenir la récompense ultime. C'est l'aboutissement d'un parcours incroyable, parsemé d'embûches, mais pour James et pour Bosh, leur tout premier sacre de champion NBA. Avec un statut de champion en titre à assumer, le Heat est l'équipe à abattre et se retrouve avec une cible sur la tête. Le début de saison est un peu en demi-teinte comparé à ce que l'on attend pour l'équipe,
mais on sent clairement des organismes fatigués après le titre. Un peu comme si le trophée était l'aboutissement du projet. On assiste donc à 29 victoires et 14 défaites avec vraiment de grosses claques face à des rivaux directs. Dans ces moments-là, on le sait, on a besoin d'un élément déclencheur. Et cette fois, le réveil du King sonne la charge. 6 matchs à plus de 30 points inscrits et plus de 60% de réussite au shoot. Une première dans l'histoire de la NBA. Le reste de la saison, Miami sera juste injouable. 37 victoires pour seulement 2 petites défaites sur les 2 mois et demi de compétition restants, avec le record de 33 victoires consécutives des Lakers de 72 tout proche de tomber. On peut vraiment parler de l'une des meilleures saisons régulières de l'histoire à partir de ce moment-là. Hormis les 3 têtes d'affiche, que dire des performances de joueurs comme Udonis Haslem, Mario Chalmers ou encore Shane Battier. Et puis évidemment, cette saison aura vu l'arrivée d'un certain Ray Allen. C'est tout de suite un apport exceptionnel dans l'effectif. On arrive enfin au moment le plus excitant de l'année. 16 matchs pour aller au bout. 16 rencontres d'une intensité sans pareille. La série contre les Bucks sera expéditive. Oui, j'aime bien Brandon Jennings ou Monta Ellis, mais là, pas de débat. C'est une armée de monstres contre les gentils petits daims du Wisconsin. Et forcément, un petit sweep dans les règles. Quant au deuxième tour, Chicago se retrouve sans Derrick Rose et ils se feront éjecter sans avoir pu répondre comme on l'aurait voulu. Enfin, on va retrouver de la compétition pour cette finale de conférence. C'est la revanche de l'année dernière contre les Pacers, le piège que Miami cherche à tout prix à éviter. Car ouais, toute la saison les joueurs ont senti que l'équipe de l'Indiana était la deuxième meilleure de l'Est. On se retrouve face à une série d'hommes et personne ne lâche le morceau avant le buzzer final. Overtime arraché sur un tir de Paul George, buzzer de LeBron pour finir le premier match. L'affrontement tant attendu est lancé. Et ainsi, on va voir des équipes se rendre coup pour coup avec parfois du gros spectacle. Au final, dos au mur, c'est bel et bien le Heat qui l'emportera au terme d'un 7ème match à sens unique qui n'a pas du tout reflété la série. Dommage pour nos amis les Pacers. Jusque-là, est-ce que le Heat des Heatles avait déjà affronté une équipe aussi forte en playoff que les Spurs ? Les joueurs du Texas sortent de 3 séries gagnées sans discussion possible. À ce moment-là, 2 petits matchs perdus seulement pour les Texans. Tony Parker, Manu Ginobili, Tim Duncan, Greg Popovich. Ce sont des mecs qui ont tout gagné dans leur carrière et qui n'ont plus rien à prouver. Peut-on vraiment, avant d'avoir vu la première rencontre, dégager un favori ? Rendez-vous le 6 juin 2013 à l'American Airlines Arena de Miami pour le match numéro 1. Là où la fougue l'emporte parfois sur l'expérience, c'est tout le contraire qui se passe avec cette équipe de vétérans qui ne se fera jamais distancer par plus de 7 points durant toute la partie. On est rendu à 88-90 dans cette dernière minute de jeu. Les Spurs ont l'occasion de mettre le Heat à plus d'une possession d'écart en cas de panier. Et qui sort de sa boîte à ce moment-là ? Tony Parker. 1-0 San Antonio. Après avoir mené tout le long, ça doit être très dur dans les têtes des joueurs de Miami. Il faut tout de suite se reconcentrer et c'est bel et bien dans le Game 2 que l'on va assister à l'un des plus gros blocs de l'histoire. Ce genre d'action qui galvanise toute une équipe, qui ne te fait plus lâcher ton avance. On repart de Floride à une rencontre partout. Par la suite, c'est le yo-yo entre les deux équipes. Un score très serré à la mi-temps puis un blowout par la suite. Gary Neal et Danny Green qui portent le match 3. D-Wade mène les siens à la victoire lors de la 4ème rencontre. Puis le Big 3 des Spurs en totale domination pour passer à 3-2 juste derrière. Plus le droit à l'erreur pour le Heat. Une seule défaite et c'est les Spurs qui soulèveront leur 5ème titre de champion NBA. Êtes-vous prêts ? Êtes-vous prêts à vivre un moment que même les meilleurs scénaristes d'Hollywood n'auraient jamais imaginé ? Retour à domicile pour Miami. Le stade est chauffé à blanc. Les joueurs tous prêts à en découdre. Et on assiste à une rencontre sous haute tension et 2 teams qui se rendent coup pour coup. San Antonio met un coup d'accélérateur juste avant la mi-temps avec un Tim Duncan indéfendable ce soir-là.
Au terme des 3 premiers cartons, on est à 75-65 pour les Spurs, 10 points d'avance. La révolte est initiée par LeBron James qui joue ce soir-là avec une rage indescriptible. Mais est-ce trop tard? Tout le monde le pense, jusqu'à... Une action, une carrière, une vie, tout bascule avec le plus gros shoot de l'histoire du basketball. On atterrit en prolongation où ce gros coup de boost va permettre à Miami de finir la rencontre et par la même occasion arracher le droit de jouer un 7e match dans cette finale NBA. Tout est alors une question de détail. 2 franchises qui ont survécu à 82 matchs, plus de 20 en playoff et au final, une seule rencontre qui va décider du sort des 2 équipes. Comment résister? La tension maximale, l'atmosphère irrespirable. On repart sur des bases identiques tout au long de la rencontre avec une égalité parfaite à l'entame du dernier quart-temps. Mais au final, qui pouvait porter son équipe au-delà des limites? Qui d'autre que le King? LeBron James. 37 points, 12 rebonds et 4 passes décisives pour tuer San Antonio et empocher un nouveau titre pour la 2e année consécutive. Boston, Chicago, Los Angeles, toutes les équipes ne sont pas capables de réaliser un three-peat. Mentalement, il faut savoir trouver la force pour repousser ses limites. À l'aube de cette 4e saison ensemble, cette question brûle sur toutes les lèvres. Le Heat de Miami a-t-il ce qu'il faut pour rentrer dans cette catégorie d'équipes capables de remporter 3 titres d'affilée? Un espoir, un rêve qui va guider tout d'abord l'entièreté de la saison régulière de l'équipe. Alors oui, les résultats sont moins bons que l'année précédente, mais on reste sur des standards tout à fait acceptables. Ce sont leurs éternels rivaux d'Indiana qui vont shipper leur première place aux hommes de Spoelstra. Mais qu'importe, dans toutes les têtes ils se disent « On se retrouvera en playoff, pas vrai ?» On aura encore le droit à des plays d'anthologie cette année-là quand on y pense. L'habitude est maintenant connue. Les adversaires de Miami espèrent contenir un collectif qui commence à se connaître par cœur. Mais encore une fois, personne n'est en mesure de les arrêter. Pas les Bobcats d'Al Jefferson balayés 4-0, ni les fameux Celtics, Nets, de Paul Pierce et Kevin Garnett. Et puis, toujours pas les Pacers qui pour la 3e année consécutive se feront éliminer en ayant résisté 4-2. Quand vient l'heure de la revanche face aux San Antonio Spurs, on se dit que l'objectif est enfin atteignable. Miami va le faire. Miami va rejoindre ses équipes de légende et inscrire leur nom à jamais dans l'histoire. Il n'en sera en fait rien. Le Heat ne va pas exister dans cette finale NBA. Le règne vient à sa fin. Dominé de toutes parts, San Antonio 2014 c'est fort. Bien trop fort pour une équipe qui n'inscrira jamais 100 points lors d'aucune des 5 rencontres de cette finale. Duncan et les siens sont injouables. Kawhi fait un sublime MVP des finales. Bon, même si pour la gloire, on aurait aimé voir Tim Duncan remporter ce trophée. Et c'est comme ça que va se finir toute cette histoire. LeBron avait promis, il avait dit qu'il reviendrait à la maison pour offrir un titre à sa ville natale. On ne pouvait pas vraiment savoir que son départ serait aussi prématuré. Et Pat Riley a été le premier surpris en entendant que sa superstar ne serait plus là la saison suivante. Mais la vie est ainsi faite. Et si le Heat était resté avec son Big Three, peut-être qu'on aurait eu des affrontements épiques avec les Warriors. Mais ça, on ne le saura jamais. Sans re-signer son plus gros joueur, Miami avait les moyens de proposer une extension à Bosh. Et en menaçant de signer à Houston, on peut dire qu'il a réussi à en remporter un petit pactole. Cela mènera à la plus grosse erreur de la carrière de Wade, qui quittera le navire 2 ans plus tard, excédé par les blessures de son coéquipier et par le front office qui ne peut pas lui offrir ce qu'il veut en termes de salaire. Même s'il reste à jamais l'histoire de Miami,
On aurait voulu, tout comme Pat Ewing ou Jordan, que sa légende n'appartienne qu'à une seule franchise. Chris, quant à lui, finira par stopper sa carrière NBA à cause de différents caillots de sang dans son organisme qui représentaient de trop grands dangers pour sa santé. Seul le Chosen One reste encore en course parmi cette bande de potes, et on espère pour encore de nombreuses années. Car qu'on se le dise, LeBron, Wayne et Bosh, nous avons tous l'impression que c'était hier, et on aura un vrai pincement au cœur lorsque l'on verra un point final à tous ces moments d'anthologie.